programme tonique, un réveil, je vais dire, magique. Eh bien, nous sommes là avec vous pour débuter la semaine. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. On est ravis de vous retrouver ce matin. Lundi, évidemment, on va commencer cette émission avec énormément de pêche. On va essayer de vous orienter tout au long de cette journée en parlant de petit déjeuner, en commençant. Effectivement, il faut s'informer le matin avant de quitter chez soi. L'actu en 3 points. Voilà, vous aurez 3 infos essentielles. Et on ouvrira notre talk aujourd'hui avec Destination 225. Ensuite, on recevra notre invité, le témoin de l'actualité. Aujourd'hui, vous allez voir une grosse surprise pour vous. Sans oublier le sport, le zapping RTI, ce qu'il ne fallait pas rater sur nos chaînes, sur les antennes du groupe RTI. Et on finira en beauté avec la sélection musicale. Et oui, allez, on démarre tout de suite et maintenant avec le best-of de tous les petits déjeuners que nous vous avons proposés tout au long de la semaine écoulée. On se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne à petit-déj. Aujourd'hui, on espère qu'on va passer un très bon moment. Allez, venez avec moi. D'accord. Ce matin, vous êtes à l'espace chantier Alice Palmeret, toujours numéro 1. C'est un grand plaisir pour moi. Aline, elle prend quoi le matin? Croissant, accompagné de café et tout. Le matin, on commence par la chicken poisson, ensuite les sauces sucres. On va prendre des galettes. Nous, on appelle ces galettes-là aller-retour. C'est jaune avec un peu de vermicelle. Là. Tu m'attends 2 petites minutes, s'il te plaît. Merci. À tout à l'heure. Là, c'est de la tchéké. Il y a un peu de tout. Hein. Là, j'ai mangé du foutou avec la sauce aubergine gnagna. Bon entier, tu manges du foutou. Voilà, c'est la meilleure manière de commencer et terminer la journée, on va dire. Patrick, tu peux venir. Il va descendre dans quelques secondes, t'inquiète pas. Viens. On a la bouillie de riz. Patrick, il tire son cou comme ça. Avec des galettes, aller-retour. Et puis bon, on a les vermicelles. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Bonjour famille, moi c'est Ludovic Eric Beignet. Je vous invite à suivre toujours la matinale vacances avec le petit-déj très succulent. C'est un peu de bouillie et puis du pain accompagné de pommes de terre. Voilà, et c'est quelque chose qui me donne la force, la vigueur pour bien débuter la journée. Et donc, je vous invite à le faire comme moi, tous les matins, un peu de bouillie comme ça, voilà. Et puis, ça s'accompagne de pain et un peu de pommes de terre. Je vous invite, voilà, tout simplement à venir partager ce repas avec vous. J'ai proposé des plats au chocolat et des croissants avec du pissin fait par mes soins. Je vous invite, voilà. Et souhaitez-moi bon appétit aussi. À vous l'odeur, à moi le goût, puisque je suis seule. Allez, bonne journée à vous. C'est super. Merci beaucoup papa. Merci Aladji. Bonne dégustation. Imagine le mec, il est dans sa bise, bien sapé, son poulet, déjà ses plats caliens, ses galettes. Mais il est terrain, hein. Et le jour où j'ai pas le temps de le faire, ouh là 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 là, Patrick, tu t'imagines pas. Mais la quantité là, ça n'a pas suffi cette fois-ci. C'est petit. donc, mais c'est avec beaucoup de plaisir.
On ne vient pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont tout, ils font tout, ils organisent fête, personne même ne vient faire coco. Donc quand quelqu'un vient chez toi, c'est que tu es béni. Merci d'être venu en tout cas. Mais Aladji va faire la conclusion. Je voudrais dire merci à l'équipe, merci à la RTI et aussi merci à tous les téléspectateurs en Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire d'apprécier cette séquence-là. Et puis voilà, on leur souhaite un bon appétit, le matin. Le matin, et puis voilà, on les aime, on les salue. D'accord, ok. Dada yo-yo. Portez-vous bien et voilà. Restez en bonne santé surtout. Ciao. Ciao, papa l'a dit au revoir. Au revoir. Et merci de nous faire confiance, merci de vous ouvrir, de nous ouvrir bien sûr vos portes tous les matins pour prendre ensemble le petit-déj avec Patrick et nous ici les présentateurs en studio. Et oui, on se régale à travers vous. Et Patrick, on le retrouve demain pour un nouveau mets à nous proposer. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous le 54 51 19 82. Tous les jours et on se fera un plaisir soit de venir chez vous, soit de vous recevoir ici en images ou à travers vos messages. C'est toujours un plaisir. Oui, les menus sont variés peut-être. On voit tout, hein, des galettes, des tratras. On voit également du garba, des petits pois. Quelqu'un qui me disait, waouh, c'est un festin pour un matin. Oui, c'est un mange consistant au petit-déj et pour le déjeuner, on mange aussi bien. Et le soir, on réduit la quantité de nourriture. Voilà, différentes façons de s'alimenter en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Allez, on passe à présent à notre actu en 3 points. Et nous démarrons avec l'info du jour. On parle de rentrée scolaire. On souhaitait d'ailleurs il y a quelques instants une très très bonne rentrée des classes. Alors on a un programme assez particulier cette année et le ministre de l'Éducation nationale a tenu à faire des précisions. Et des précisions de taille. Cette année, l'année scolaire 2020-2021 débute aujourd'hui, on le sait, pour prendre fin le vendredi 30 juillet 2021 dans tous les établissements publics et privés sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle se subdivise en 2 semestres et ces 2 semestres se subdivisent de la façon suivante. Le premier semestre se fera en 2 étapes. La première est réservée aux révisions générales prévues du lundi aujourd'hui, 14 septembre au 30 octobre. Ce sera les révisions. Et la deuxième partie du premier semestre donc est réservée à l'exécution des programmes scolaires du lundi 9 novembre au 22 janvier. Le second semestre se déroulera quant à lui du 25 janvier 2021 au 4 juin 2021. Voilà. Et voilà, vous avez donc quelques informations concernant la rentrée scolaire et on espère que ça va bien se passer, que cette année sera très très belle pour vous. Et comme Franck le dit toujours sur ce plateau, la rentrée scolaire se prépare dès les premiers instants pour ceux qui ont des examens en fin d'année pour ne pas venir courir après pour tout rattraper. Ils ont encore la chance, hein. Vous aurez une phase de révision, ce sera l'occasion de revenir sur des points que vous n'avez pas compris l'année dernière. On sait tous, hein, pour la situation de la Covid, coronavirus, on a dû faire des cours soit à la maison ou par ces groupes d'étudiants ou d'élèves. Voilà, cette fois-ci, vous avez l'occasion de revenir, hein, voilà, justement sur tout ce que vous n'avez pas pu bien cerner avant la fermeture des classes. Et voilà. On dit merci donc au ministère de l'Éducation nationale. Donc on poursuit l'actualité people dans la matinale vacances. Eh bien, on peut voir à l'écran. Alors, oui, il arrive souvent que vos stars du petit écran, des présentateurs, des journalistes aient de petits soucis à l'antenne. Alors, de manière très particulière, elle a pensé qu'elle n'était pas à l'antenne et malheureusement pour elle, elle y était. Et ça a donné une scène assez particulière. Assez particulière, cette scène et d'autres scènes aussi, comme tout le monde le sait, présenter un journal ou bien une émission en direct n'est pas toujours aisé, voilà, car le direct réserve parfois quelques surprises comme des incidents inattendus qui peuvent survenir sur le plateau et s'y mettre l'animateur ou le présentateur mal à l'aise, et bien des rires, des fous rires, des instants de colère, des chutes, des malaises, voilà, comme une présentatrice qui a fait un
malaise Oui. en plein direct. Elle s'est écroulée, bien heureusement, que juste après, on a pu avoir de ses nouvelles. Elle a fait un tweet en disant « Je vais bien ». Le lendemain, elle était bien à l'antenne. Et oui, donc savoir que c'est pas évident hein, de gérer tout ce stress, tout ce qui peut arriver, évidemment, ce sont des êtres comme tout le monde. Hein, voilà, donc il y a souvent des petits malaises, des choses qui arrivent ou des inconvénients. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que on a un invité tout à l'heure, vous allez voir, très particulier. Allez, on passe à notre fait insolite. Oui, fait insolite. Mais si ça continue comme ça, on n'aura plus de travailleurs dans les supermarchés. Insolites. Eh bien, cette supérette des supermarchés automatiques en self-service pour approvisionner les zones rurales. Eh bien, dans ce supermarché, on n'a qu'un seul employé, deux. Celui qui supervise et celui qui approvisionne et qui nettoie le supermarché. Les clients, en entrant dans le supermarché, peuvent payer les produits via une application mobile, se servir et payer eux-mêmes à la caisse. Du coup, plus d'employés, plus de tracasseries, voilà, plus de « je n'ai pas de monnaie », c'est ce qu'ils font. Hein. Du coup, un seul employé, un superviseur, peut superviser plusieurs magasins pour éviter qu'on puisse avoir une masse salariale importante. Mais entre-temps, chez nous, la suppression des métiers, des boulots, je pense que ça craint. Même là-bas, hein, je pense qu'il n'y a pas que chez nous. Hein. Enfin, ça va être super compliqué. Là, on parle de zone rurale, donc évidemment, on pense qu'il n'y a pas vraiment de trafic, ça va, c'est assez calme et tout. Mais là, vraiment, en centre-ville, ça va être un peu plus compliqué de gérer ça. Juste une personne pour un grand supermarché, je pense qu'on n'est pas encore prêt d'avoir recours à ça ici. Eh bien, c'est ça, oui, monsieur. Et il y en a d'autres, hein, des supermarchés où on peut voir un robot qui dit « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, je veux tel article. Et quand il débloque, bon, voilà, ça reste des machines quand même. L'être humain va être difficilement remplaçable, c'est presque certain. Voilà, on aura toujours besoin de vous, de nous, voilà, un peu partout. Et bien c'est ça la chaleur humaine qu'on essaie de vous donner ce matin, le contact. Vous aussi pouvez interagir avec nous si vous le voulez. Je pense que vous le voulez. Vous êtes nombreux tous les matins à essayer d'entrer en contact avec nous. Vous pouvez le faire via nos différents contacts. On aura notre invité, donc le témoin de l'actualité. Vous pouvez lui poser des questions. Le numéro de téléphone, le 54 51 19 42. Oui. Voilà. Eh bien, c'est ça, on a bien le numéro. Voilà, on a bien le numéro. Vous pouvez envoyer vos messages et puis on se fera un plaisir de les lire à l'antenne. On l'a dit, ça peut arriver. Hein. Ce sont les aléas du direct et nous, on aime bien car... Il chambre. Ouais, l'ambiance elle est chaleureuse, conviviale ce matin. Et on en a fini avec l'actualité en 3 points. On poursuit donc, cette fois-ci, nous allons ouvrir le talk du matin. Le talk du matin vous ouvre ses portes, 3 points. Dans ce talk, ce sera destination 225. Pour démarrer, effectivement, aujourd'hui, allez, une destination à découvrir. On la découvre, on se retrouve juste après. Au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, se trouve une ville, un département particulier de par sa situation géographique, Ouangolo-Dougou. Nous nous retrouvons toujours dans l'arrière-pays pour des découvertes fascinantes et enrichissantes. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. Nous sommes à Ouangolo-Dougou, ou si vous le voulez, pour les intimes, Ouangolo. Ville d'affaires, ville qui bouillonne, ville aux 2 frontières, un véritable melting pot. Ici, le transport prisé, c'est les tricycles, le style chinois. Et bienvenue à Pays Profond. Sa végétation est dominée par la savane boisée et herbeuse.
À quelques endroits autour des cours d'eau existent des forêts-galeries. Le département de Ouangolo-Dougou comprend 3 communes. Ouangolo, Diawala, Niélé. 3 axes principaux desservent le département. L'axe Ouangolo-Ferké, Ouangolo-Laluraba et celui de Ouangolo-Pogo. Ceux qui disent que la route précède le développement, je suis en phase avec ces personnes-là. Seulement, j'ajoute aussi que la santé aussi précède la route, si on veut le dire. Donc, la route, c'est une bonne chose, mais la santé aussi, c'est une très bonne chose. Grâce à cette route-là, vous voyez, entre Ouangolo et Ferké, je remercie d'ailleurs le chef de l'État. Il y a un moment, on était à 1h30 pour arriver à 41 km, c'est-à-dire à Ferké. Aujourd'hui, vous avez juste 17 minutes pour arriver à Ferké. Alors, il n'y a pas mieux que ça. Zone de brassage et d'acidulation d'éléments démographiques divers. Au Ouangolo, on y trouve des autochtones Sénéfou et Malinké, les halogènes venant d'horizons multiples. Ouangolo est un véritable melting pot. Que tu sois burkinabé, malien, ghanéen, togolais, guinéen, eux tous, on vit avec eux ici, calmement, sans problème. Au jour d'aujourd'hui, on peut marier une fille du Burkina. Burkina aussi vient marier chez nous ici chaque jeudi. Mali, etc. L'activité commerciale est réduite au commerce de détail. Comme une brebis qui allait un agneau, la ville frontalière est un carrefour propice aux échanges commerciaux, un cadre de perpétuel mouvement de personnes et de biens. La sous-préfecture de Ouangolo sert de zone de transit de produits manufacturés de toutes sortes, provenant de la République du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. De par sa situation géographique, tous les tissus venant des pays frontaliers sont confectionnés en drap pour être finalement acheminés dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké et Korogo. Aller à Ouangolo sans visiter le marché de drap, c'est aller à Yamoussoukro sans visiter la basilique Notre-Dame de la Paix. Et oui, nous sommes de retour, nous avons pu voir, hein, c'était la carte postale de la ville de Ouangolo-Dougou. À travers cet élément du pays profond, nous allons pouvoir donc visiter cette ville, comprendre et savoir ce qui se passe dans cette ville du Nord. Moi, j'avoue que je ne connais pas cette ville et que j'ai bien envie de connaître. Est-ce que ça te dit d'aller un jour en balade à Ouangolo? Oui, bien sûr, pourquoi pas, hein, on va aller découvrir. Tellement de choses à découvrir. Et bien c'était ça notre patrimoine qu'on avait envie de vous faire découvrir dans cette émission La Matinale Vacances. Eh bien vous pouvez nous contacter, n'oubliez pas d'interagir avec nous, partagez votre petit déjeuner, partagez vos moments donc vacances ou rentrée parce que nous sommes dans la transition et puis vos questions qui nous intéressent. Et on passe à une autre étape. L'étape de notre invité sur ce plateau, le témoin de l'actualité. Alors qui mieux qu'un journaliste peut nous parler de l'actualité, lui qui est au fait de ce qui se passe. Alors on a tenu à inviter sur ce plateau Herman Guivet, notre Mister JT du 23h de RTI 1. On le reçoit maintenant. Et c'est le moment de recevoir notre témoin de l'actualité, un confrère, un collègue dynamique, tellement de superlatifs. Bonjour Guivet, comment allez-vous? Bonjour, Franck-Olivier, bonjour Fatima. Salut, il est bien habitué au réveil matinal, parce qu'être journaliste, c'est aussi ça. Effectivement. Alors avec vous, on va parler de parcours. D'accord. Aujourd'hui, on rappelle, hein, c'est la rentrée scolaire, on a des élèves, des étudiants qui sont en train de commencer leur année et qui ont peut-être envie de s'orienter, qui se sont dit « Attends, nous voyons Herman à la télé, mais comment il a fait pour y arriver ?» C'est quoi le parcours de Herman Guivet? Alors, pour commencer, il faut dire que j'ai fait un bac A, un bac A2, lettres philosophie. Après quoi, j'ai été orienté en faculté de philosophie à l'université d'Abidjan, et où j'ai fait 2 ans. Et 2 ans après, j'avais un projet sur l'Allemagne. Donc après, j'ai dû passer à autre chose, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai intégré l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC, par voie de concours, où j'ai fait 3 ans d'abord. J'ai étudié la publicité et le marketing. Après une licence professionnelle en publicité et marketing, j'ai fait un master, un bac +5 en journalisme, option télévision.
Et voilà, comment on arrive à devenir présentateur du JT. Comment ça s'est fait l'intégration ici au niveau de la RTI? Je suis rentré en 2012 par voie de test de recrutement. J'étais encore, je crois, en première année de master quand l'information est tombée. Et donc, je me suis présenté au test de recrutement. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré les effectifs de Radio Côte d'Ivoire, d'abord, où j'ai fait 4 ans à Radio Côte d'Ivoire. Et ensuite, après Radio Côte d'Ivoire, en 2016, j'ai été muté à RTI. Voilà. Tout a été dit, hein. Vous avez bien compris comment est-ce que Herman Guivet est arrivé donc aux 23h, un parcours inspirant. Eh bien, c'est bien comment est-ce qu'on s'adapte donc à ce métier. C'est vrai, journaliste, en dehors, on se dit « c'est un super métier » et tout ça. Mais comment est-ce qu'on s'adapte à ce métier? Parce que ce métier a forcément des exigences. Effectivement, c'est un métier qui a énormément d'exigences, je crois, comme tous les autres métiers, mais la particularité de ce métier, c'est qu'il faut avoir beaucoup de choses à donner, d'abord, et peu à demander, parce que ça prend beaucoup de temps. On a peu de temps pour soi et pour sa famille. On est constamment absorbé par le travail, parce que l'actualité n'attend pas. Et il faut toujours répondre promptement, voilà, à l'actualité, surtout aux exigences de sa rédaction. Parce que quand on évolue au sein d'une rédaction comme RTI 1, où il y a beaucoup d'informations à traiter, il faut toujours pouvoir répondre présent quand on est sollicité, surtout sur des faits majeurs ou sur des cas assez importants. Et justement, parlons de cette gestion des faits majeurs. On va parler par exemple, le coronavirus donc, qui tombe. Tout le monde a peur, donc on se cache, on reste à la maison, on essaie de moins sortir. Mais vous êtes obligé d'aller sur le terrain, d'expliquer un peu aux populations qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et tout. Vous n'aviez pas d'appréhension, non, à ce moment-là? Si, comme tout le monde. Parce que nous évoluons également en société, donc nous pouvons ressentir les mêmes peurs que la société ressent, mais c'est notre métier, donc il faut dépasser le cadre de la peur et puis prendre sur soi d'aller au contact de l'information pour pouvoir renseigner l'opinion sur comment il faut s'y prendre pour éviter de contracter la maladie. Je me rappelle que quand on est rentré dans le premier mois, on avait tous peur, hein, parce que personne, les justement, en plus qui montaient, voilà, qui montaient et tout, mais il fallait dépasser cela et puis surtout pouvoir essayer de faire taire les inquiétudes des populations. Voilà. Et je pense qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé, parce que quand on est derrière la caméra, on ne comprend pas toujours le stress que les journalistes gèrent sur le terrain. Mais bon, il a fallu mettre la peur de côté. Et puis surtout aller rencontrer, on va le dire, d'abord des personnes qui avaient été infectées. Mais avant, il faut prendre sur soi la mesure de ne pas paniquer, de ne pas affoler les gens. Donc d'abord, bien s'assurer que les cas, sans mettre en doute la présence de ces cas en Côte d'Ivoire, d'abord s'assurer de ces faits, ensuite comment est-ce qu'il faut orienter l'information tout en toujours restant dans la droite ligne de sa rédaction. Et un reporter, hein, ça peut partir sans préavis. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sac ou dans la trousse d'un reporter? Dans la trousse d'un reporter, il y a un peu de tout. Hein. C'est un peu comme, permettez-moi l'image, le sac à main d'une femme. On a tout à l'intérieur. On a le dictaphone, on a le stylo, on a le magnétophone. On a souvent des mini-caméras où, quand la situation l'impose, on a des téléphones dont on se sert justement pour filmer des images quand on n'est pas toujours sur un terrain approprié. Donc il faut pouvoir s'adapter et puis avoir toujours sur soi, prendre toujours sur soi la volonté de pouvoir bien faire son travail. Voilà. C'est une situation difficile pendant les périodes de pluie, les pluies diluviennes. En Côte d'Ivoire, nous avons pu voir Herman Guivet en situation. Je pense que les commentaires ont fusé en disant c'est ce genre de reporter qu'on veut voir sous la pluie. Herman, sur un terrain glissant, on a pu voir à Niamey Herman Guivet sur le terrain. Parlez-nous de ce reportage. Alors, ce fut pour moi une expérience assez difficile parce que nous sommes arrivés sur un terrain où il y a eu un éboulement et de voir toute cette détresse, de voir toutes ces familles en pleurs. On est aussi des êtres humains, on a des émotions. Donc on a essayé de faire vivre aux téléspectateurs ce que nous avons pu ressentir sur le terrain. Vous savez, de savoir qu'il y a toute une motte de terre qui a enseveli plusieurs familles, c'est pas toujours facile de sortir de ces émotions.
mais on essaie de le faire et on a essayé quand même de communiquer aux gens ce que nous avons pu voir. C'était pas vraiment facile de le faire, mais je pense que la qualité première d'un reporter, c'est de pouvoir se dépasser. Voilà. Si on veut devenir un jour journaliste ou reporter, il faut pouvoir mettre de côté souvent ses émotions et puis rester dans les faits. Ce sont les réalités qu'impose le métier, rester dans les faits. Les faits sont sacrés en matière de journalisme. À Niamey, c'était particulièrement difficile parce que après avoir fait le constat de l'éboulement, il fallait aller rencontrer les familles, échanger avec elles. Il y en a qui avaient du mal à vous dire ce qu'elles ressentaient, tellement le sentiment de tristesse était immense, énorme. Et il nous a fallu gérer tout cela et essayer de le montrer aux téléspectateurs. Voilà. Comment Hermène gère les réseaux sociaux? Parce qu'effectivement, dès qu'on fait une apparition, derrière, on se fait souvent allumer quand on n'est pas content du travail. Et puis souvent, il y a énormément d'encouragement. Est-ce que vous êtes discret sur la toile? Vous ne répondez pas quand ça se passe? Non, généralement, je ne réponds pas parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. Mais on fait l'effort de contenter le plus grand nombre de personnes possible. Donc, généralement, quand les gens ne sont pas contents, on est également sur la toile, donc on prend note. Je pense que c'est la qualité première d'un journaliste, de noter les observations des uns et des autres, et puis d'essayer d'en tenir compte pour les reportages à venir. Donc, c'est ce qu'on fait. Sur la toile, je ne suis pas très actif. Par mes temps perdus, peut-être je regarde 2 ou 3 fois sur ma page Facebook ou sur la page... On a un canal d'information interne qui s'appelle les vérificateurs. Donc j'invite l'ensemble des téléspectateurs à y aller pour voir justement vérifier l'information, recouper la meilleure, voilà, et puis s'y fier. Donc on essaie quand même de rester connecté à la toile parce que c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce que la toile nous renvoie comme information, ce qui n'est pas toujours de l'information. Parce qu'il faut également faire attention à tout ce qui est diffusé sur la toile n'est pas forcément de l'information. Un journaliste, c'est le métier que nous faisons, nous recoupons les informations avant de les diffuser, ce que les gens ne comprennent pas toujours. On dit mais pourquoi est-ce que ça met du temps? Non, il faut prendre le temps de vérifier, parce qu'une information, quand elle est délivrée, on ne peut plus la rattraper. Donc c'est un peu cela. Comme on le dit, c'est le seul endroit où il n'y a pas de rédacteur en chef. Voilà, donc les infos sont là. Tout le monde a tendance à mettre quelque chose sur la toile et c'est pas toujours évident de... Voilà. Alors, les internautes l'ont vu, on regarde la vidéo et puis juste après, ils nous commentent ça. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'en attendant que la cérémonie puisse commencer, eh bien, le comité d'organisation travaille à lancer des messages de mobilisation, rassurer les militants sur les dispositions sécuritaires prises par le comité d'organisation pour justement assurer leur sécurité. Voici le point que nous pouvons... Ça fait rigoler. On peut voir à l'écran que pendant ce direct, voilà, un élément perturbateur arrive et pour ne pas donc gêner notre présentateur. Et là, il y a un petit geste qui survient. Alors, comment c'est arrivé ce geste? Est-ce que ça a été instantané, ça a été préparé? Comment est-ce que vous êtes senti en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes dit? D'accord, alors ce que je peux dire, c'est que c'était un geste réflexe. Voilà, j'étais en direct. Vous savez, le direct c'est sacré, l'antenne c'est sacré. Et donc, quand on arrive dans un environnement pareil, il faut pouvoir maîtriser son environnement. Il y a forcément des choses qui peuvent intervenir de part et d'autre pour vous. Il y a un milieu de choses qui peut vous distraire. Et donc là, j'étais en direct. Et puis, il y a quelqu'un qui débarque de je ne sais où et puis qui s'apprête à rentrer dans le champ. Donc tout de suite, le réflexe, c'est de l'empêcher d'entrer dans le champ et puis de rester concentré parce qu'il ne faut pas perdre le fil, surtout quand on est en direct. Donc dès que, je veux dire, je l'ai mis de côté. Geste. Voilà, j'ai eu le geste réflexe. C'était réflexe, c'était réflexe, c'était pas préparé. C'est pas préparé. Donc j'ai eu le geste. Et le jeune homme, il a continué sa. Il a compris, hein. Oui, il a compris. Il a compris qu'on était en direct et qu'il n'était pas là où il fallait qu'il soit. Justement. Et puis voilà, les choses sont parties assez rapidement et on a essayé de rendre l'information. C'était ça. Souvent on dit que ce sont les aléas du direct. Des situations comme ça. On sait que vous en avez vécu. Assez, n'est-ce pas? Oui, on en a vécu quand même. Je me rappelle qu'en 2018, je crois que le 18 octobre 2018, j'étais à Lakota. J'étais pendant les élections couplées régionales.
Et il y avait des mouvements de colère, voilà, et puis de jeunes gens surexcités qui avaient des gourdins, des pierres, enfin, je veux dire que ça virait un peu à l'affrontement et on venait juste d'incendier un véhicule et là on était en plein direct. Vous étiez au cœur. Oui, je crois qu'on devait envoyer un élément pour 18h, le flash de 18h, et donc fallait faire rapidement parce qu'il y avait du mouvement dans l'air et tout machin. Et pendant qu'on faisait le direct, il y avait des jets de pierre à gauche et à droite. Donc, et puis il y avait derrière la police qui essayait de disperser les manifestants. Vraiment, c'était dans une ambiance assez difficile, assez stressante. Et donc, il fallait faire vite parce qu'on n'était pas vraiment en sécurité. Donc, c'est le genre de situation auquel il faut s'adapter et puis faire son travail et puis après rapidement partir. Voilà. Ouais, nous sommes admiratifs de ce métier. Ouais. Et dans ces moments-là, comment est-ce qu'on gère cette peur? Parce que c'est un trac fou. Comment est-ce qu'on gère? Je pense qu'avant d'aller même à une mission pareille, il faut prendre le soin de prier, de faire sa petite prière selon sa foi, sa confession, parce qu'on est des hommes, on ne maîtrise pas toujours l'environnement dans lequel on va évoluer. Et puis après, quand on arrive, il faut s'assurer d'avoir un minimum de sécurité. Mais une fois que le sujet est lancé, il ne faut surtout pas paniquer, parce que quand on panique, on ne maîtrise plus rien. Il faut garder le contrôle de soi, essayer, comme je l'ai dit, de faire vite, donner l'information, parce qu'il ne faut pas s'offrir au risque. Voilà, c'est un métier qui est véritablement risqué, donc il faut faire juste ce qu'on a à faire. Et puis prendre une profonde inspiration, rester serein. Même quand les gens sont agités et qu'ils voient que vous ne paniquez pas, ça freine un peu l'élan. Et puis, même quand il y a des éléments perturbateurs pour contrôler, je crois, pour ma petite expérience, ils prennent quand même le temps de vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Pour des gens qui connaissent un peu la qualité de votre métier. Alors, on a évidemment un petit clin d'œil à faire à tous ces journalistes qui malheureusement ont laissé leur vie pendant l'exercice de leur fonction, en étant sur des terrains à risque, en donnant l'information. Et justement, ça me permet de vous poser la question, ce serait quoi votre prochain challenge? Vous avez envie qu'on vous emmène sur quelle mission Oula. Peut-être dans le ciel, mais le ciel, il a déjà goûté, parlant de cette expérience. Oui, c'était, je crois, au cours de la célébration de l'an 59, l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. On avait organisé un peu cela au niveau de la rédaction, comment faire vivre aux téléspectateurs, la préparation des parachutistes commandos avant, pendant et après le saut. Donc on a embarqué voilà, au GATL en coordination avec la régie et avec nos chefs qui étaient sur place, dont Sylvie Touré, que je salue d'ailleurs, et Abiba également, Abiba Dambélé. Donc on a coordonné tout ça et quand la cérémonie a commencé, on était déjà dans le ciel. Et moi, je ne vous cacherai pas que j'ai eu un peu peur parce que c'est la première fois. En sérieux, parce que au moment du saut des parachutistes, on a ouvert enfin, je ne dirais pas la portière, mais on a ouvert l'hélicoptère. Le courant d'air, voilà, le courant d'air qui s'est engouffré au sein de l'appareil. Je ne vous dis pas, donc on s'est accrochés, mon caméraman et moi, il était en face. Mais les gars, ils étaient dans leur truc, donc ils étaient à l'aise. Donc je les vois qui sautent dans le vide. Donc moi, je dois commenter ce qui se passe. Je commente, mais je me suis bien agrippé. On n'a pas senti, en tout cas, mais je me suis bien agrippé à une barre de fer, voilà, pour éviter le super plongeon. C'était bien fait, donc c'était ça, c'était une belle expérience. Et c'est une expérience que je souhaite à chaque reporter de vivre. Voilà, ça apporte quelque chose de plus à la carrière, je crois. Et instant inédit, un moment magique, comme on le dit, on entre dans l'histoire. Herman Guivet, vous étiez à Paris pour un reportage lors d'un événement. Est-ce qu'on pouvez nous parler de ce moment-là? C'était, je crois que le président du Sénat, qui était reçu par le président français, Emmanuel Macron, à l'Élysée. Il était allé représenter le chef de l'État. Et je crois que c'était pour un sommet qui devait porter sur l'environnement. Et donc, il fallait faire le compte-rendu pour le JT de 20h. Donc, on est intervenu depuis l'Élysée. Il y avait des centaines de confrères qui étaient là. C'était une expérience enrichissante. Et quand on a fini, il y a des confrères qui nous ont approchés. Ah, mais
En Côte d'Ivoire, il y a de la qualité. On voit que vous essayez de faire un peu comme je dis, mais chez nous aussi, on travaille. Voilà. D'accord. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et après, on a pu échanger avec les autorités, enfin quelques autorités françaises qui étaient sur place. Donc, en matière de retour, ça nous a vraiment permis de capitaliser. C'est vrai qu'il est présentateur. Les risques du métier sont énormes. On sait très bien pour nos confrères, certes africains et même européens, on aura une pensée aujourd'hui pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon qui sont morts au Mali, à Kidal. Et aujourd'hui, on va dire, c'est vrai qu'ils sont partis, ils donnent l'opportunité aux jeunes journalistes d'apprendre grâce à un prix qui est organisé tous les ans. Effectivement, je pense que ce prix est une véritable muse et source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à embrasser la carrière de journaliste. Des confrères, malheureusement, ils l'entendent chaque jour à travers le monde. Et ce n'est pas toujours qu'un hommage leur est réservé. Et j'ai trouvé vraiment judicieux que ce prix porte leur nom, parce que quand c'est arrivé, je dirais que toute la corporation a été profondément affectée. Et j'encouragerais véritablement tous les jeunes qui aspirent donc à embrasser la carrière de journaliste à participer à ce concours et à le remporter. Ce sera pour eux l'occasion de se frotter aux médias européens, d'avoir de l'expérience et surtout de parfaire leur formation. Donc c'est vraiment encouragé. En tout cas, on tenait à vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. On va vous garder pour finir cette émission. On va parler à présent de sport. Est-ce qu'Herman Guivet fait du sport? Oui, du football. Quand sportif, quand même. Attention. Bon, il a une vitesse digne de celle de Ben Badi. Ben Badi, voilà. Ah ouais, carrément. Écoutez, on va filmer ça et on vous montre ça un de ces quatre. D'accord. Voilà, histoire de ne pas parler dans le vent. D'accord. Allez, on vous a lancé un challenge donc la semaine dernière à travers notre coach et vous avez répondu. Alors là, de manière exceptionnelle. On vous propose ces vidéos, donc du challenge de coach Angelo. Vous avez répondu, c'est tellement, je dis, moi aussi je vais faire ce challenge parce que tellement que vous avez répondu, nous sommes, je ne sais pas, dépassés. Bon, on va regarder tout ça et on se retrouve pour la suite. Ce sera bien sûr un moment inédit que vous allez vivre avec ces téléspectateurs qui sont magnifiques.
Et voilà, on vous explique un peu ce challenge. Donc, il était question de faire le maximum de sauts en 1 minute. On a eu donc cette jeune téléspectatrice qui nous a fait 150 et puis deux autres messieurs, 230 et 247. C'est notre record de ce challenge. Merci infiniment. Bravo, bravo, bravo à vous. Vous aussi, si vous voulez le faire, si vous pensez que vous pouvez faire mieux, c'est le moment de nous envoyer vos vidéos donc saut à la corde pour qu'on puisse les diffuser ici à l'antenne. Allez, on passe à présent à notre zap de la semaine, ce que vous avez manqué sur les chaînes du groupe RTI. Soyez les bienvenus, c'est RTI 2 à domicile, un autre numéro. Aujourd'hui encore, nous allons visiter des familles et nous verrons si elles regardent notre télévision, notre chaîne RTI 2. Si elles ne regardent pas, ça ne sera pas un gros cadeau, mais si elles regardent, elles auront un gros cadeau. Suivez-moi. Bonjour, moi. Cheer up, don't worry. Cheer up, God remember you. Cheer up, don't worry. Zogo Iwana Meda Zogo Dinga Wodo. Il va falloir que. Souvent, quand on croise ces femmes ou bien ces personnes qui font la dépigmentation, ces personnes-là vont payer des produits à la pharmacie. Quand elles vont payer des produits à la pharmacie, pour elles, c'est l'assurance. Oui, c'est garanti. Testé. Donc, si le pharmacien vend le produit, c'est bon, oui. C'est bon. Comme c'est bon, ça ne va pas donner de conséquences. Voilà. Et malheureusement, malheureusement, quand ça donne des conséquences, quand elles arrivent nous voir, et ce qu'on entend, non, moi j'ai payé ça à la pharmacie. C'est vrai, vous avez payé à la pharmacie. Mais est-ce que c'était la prescription idéale? Il n'y a aucune prescription même qui peut donner ça. Ce n'est pas forcément la prescription idéale. N'importe quel médicament vendu en pharmacie peut donner des réactions cutanées. Après la demande, on m'a apporté une photo où il embrassait une blanche. Il y a plein de photos, donc comme on a commencé à se moquer de moi, c'est pour cela que j'en ai venu. Je vais la porter. D'accord. Donc là, tu n'es plus fâchée. Oh, je ne suis plus fâchée. Il a su me convaincre, comme il sait blaguer les gens. Est-ce que vous regardez RTI 2 souvent? Si. Souvent, hein? Si. Souvent, hein? Si. Souvent. Tous les jours. Tous les jours, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein? Vous regardez RTI1. Vous faites la D1. On sait que vous regardez une chaîne du groupe RTI, RTI1. Je vais vous faire une petite surprise. Voilà, on va vous surprendre comme ça de temps en temps. Papa va prendre ça. Voilà, maman va prendre ça. Merci beaucoup, voilà. merci. Maman, voilà. Maman, merci. Ça c'est pour ma petite soeur. Non, on va donner à maman. Voilà. Hein? Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci. Et puis on vous souhaite longue vie. Hein? Longue vie à papa, longue vie à maman. Merci et beaucoup. puis on souhaite longue vie aux enfants. Hein? Et c'est bien ce qu'il ne fallait pas manquer sur les chaînes du groupe RTI. Aman Guivet, vous êtes avec nous. Alors, quels sont vos rendez-vous sur la chaîne? Alors, je suis au JT, les vendredis et les samedis, à 23h, depuis le 7 août. Donc, les téléspectateurs peuvent me retrouver chaque vendredi et chaque samedi à 23h pour l'information. Merci à vous. Merci à vous également. Guivet. Et puis, bon, ensemble, on va se retrouver demain, n'est-ce pas? Au revoir. Bye bye.